Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode spécial du podcast Mieux travailler ensemble. Ce podcast dans lequel j'ai toujours eu l'envie de vous montrer ce que j'ai la chance de voir tous les jours, des personnes engagées, des initiatives créatives et surtout beaucoup d'envie de progresser vers une entreprise meilleure. Je suis très heureuse aujourd'hui de participer à la 4e édition du Podcaston. Pendant une semaine, des milliers de podcasts vont mettre en avant une association caritative de leur choix. Et moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Cambier qui représente l'association de Sœur Myriam. Bonjour François. Effectivement, bonjour Amélie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et puis de cette association ? Bien sûr. Donc je suis François Cambier, je suis pédiatre, j'habite Amiens, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 13 petits-enfants. J'ai travaillé en tant que pédiatre autant dans le secteur libéral que public. J'ai travaillé aussi en institution et depuis 25 ans dans le secteur humanitaire où je travaille en particulier avec mon épouse et ma famille parce que nos enfants et nos petits-enfants nous aident bien. Dans un secteur humanitaire, nous soutenons l'action humanitaire d'une congrégation religieuse au Vietnam qui s'occupe d'une centaine d'enfants, d'enfants de la rue, d'enfants vraiment perdus. Et donc, à travers ces différents parcours, bien sûr, moi je n'ai pas travaillé en entreprise. Je ne peux pas parler du monde économique, je ne connais pas. Mais agir ensemble, travailler ensemble, ça me parle parce que pour moi ça a toujours été un défi, ça a toujours été un challenge. Il faut en permanence que je me réajuste parce que je suis peut-être un peu de nature impulsive, mais j'ai toujours envie que ça aille vite. Et c'est vrai que seul, on va plus vite, mais on va moins loin, comme on dit souvent. Hein. Donc agir ensemble, travailler ensemble, quand on regarde un peu. Avant de venir, j'ai regardé là dans le train tout simplement des synonymes. Et c'est très étonnant parce que c'est agir avec, c'est agir parmi, c'est contribuer, c'est s'associer. C'est, vous voyez, il y a plein de termes différents. Qui ont tous une connotation différente. Ils ne recoupent pas les mêmes notions. Je ne vais pas vous faire un cours de sémantique, hein. Je te rassure, Amélie. Hein. Mais néanmoins, ça montre bien l'immensité du domaine et des facettes, et que c'est vraiment un défi, mais c'est un beau défi. C'est un beau défi et toi tu l'exerces aujourd'hui. Je trouve ça intéressant parce que à la fois pour mettre en valeur l'association, mais aussi parler de ce sujet du travailler ensemble dans le milieu associatif, dans un contexte international. C'est quand même un challenge déjà de travailler ensemble. Plus on rajoute 2 beaux challenges sur le sujet. Et donc je trouvais que c'était intéressant. Oui, l'interculturalité par exemple, qui ne fait que déjà en France entre nous. On connaît bien les différences aussi de culture, d'éducation, de passé, d'histoire de chacun. Mais là se rajoutent aussi des cultures, une langue différente. Donc plein de problèmes de communication inhérents à ces différences. Est-ce que tu pourrais nous partager des petites choses que vous mettez en place dans l'association peut-être pour résoudre des sujets justement de communication interculturelle ou de communication aussi entre bénévoles, parce que travailler avec des bénévoles c'est aussi spécifique, et donc est-ce que tu pourrais nous partager Bien sûr, quelques bonnes pratiques que vous avez pour vous montrer un petit peu l'association. Donc on s'occupe d'enfants, ils sont à peu près une centaine, depuis 25 ans, 1000 sont passés par notre centre. Et on a des nouvelles de 500 d'entre eux. D'accord. Donc on en est fiers. Ça veut dire on les laisse pas tomber quand ils quittent le centre à l'âge adulte. On les prend de 0 à 22, 23 ans. Ils partent tous avec un métier. Ils partent tous avec une voie professionnelle. Et on les aide et les accompagne même parfois dans leur début professionnel, en leur donnant une petite somme financière pour les lancer dans la vie. D'accord. Parce que c'est bien sûr des enfants cabossés, des enfants abîmés par la vie, et ils ont parfois de gros soucis pour rentrer dans la vie d'adulte.
Ils savent qu'ils peuvent toujours revenir, et donc beaucoup reviennent de temps en temps dans des temps forts qu'organise là-bas la communauté. Il y en a aussi qui reviennent travailler. C'est ça, on développe actuellement une ferme thérapeutique, parce que bien sûr que dans tous ces enfants se révèlent des handicaps, et donc on est obligé de les accompagner, y compris à l'âge adulte. Et donc on crée une ferme thérapeutique actuellement au nord d'Ho Chi Minh Ville pour cultiver des huiles essentielles de citronnelle. Ça va leur donner du boulot, ça va les reconnaître, et on est fiers de pouvoir développer cela. Bon, c'est encore pour l'instant balbutiant, mais les premiers bénéfices de la ferme, je pense, sont pour 2026 et donc seront directement reversés au fonctionnement de l'orphelinat. D'accord. Et pourquoi vous appelez ça une ferme thérapeutique ? Parce qu'on voudrait accompagner sur le plan professionnel des enfants qui sont devenus des adultes mais en situation de handicap. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est thérapeutique, c'est pour prendre en charge, prendre soin de ces adultes qui ne peuvent pas rentrer. Parce que, pour te donner un exemple, un enfant déficient auditif dit sourd-muet, il ne peut pas rentrer dans la voie professionnelle actuellement au Vietnam. Il n'y a pas d'emploi protégé dans ce pays. D'accord. Donc c'est difficile pour eux, et y compris pour les handicaps physiques. C'est la même chose. Ils ne peuvent pas rentrer dans la vie active professionnelle. Et donc dans cette ferme, on peut leur offrir des emplois adaptés, avec des encadrants qui leur permettent d'avoir une place. Alors tout ça, ça paraît bien beau. Mais c'est vrai que c'est quand même un parcours, une dynamique. Et je vais vous citer un petit exemple. Je vais te tutoyer, Amélie. Oui. Il y a une douzaine d'années, les aidants de la communauté là-bas a voulu reconstruire le centre. Et ce centre, il était en tôle, c'était une friche industrielle, c'était insalubre, inondable, rempli de rats un peu partout. Et ils nous ont projeté, ils nous ont envoyé des plans et des devis en nous disant on voudrait reconstruire le centre. Et dans notre association, on s'est réunis et on n'a jamais réussi, qu'on n'a pas réussi d'emblée à faire consensus. On n'a pas réussi à travailler ensemble. On a travaillé ensemble, mais on n'arrivait pas à une décision commune. Vous n'avez pas réussi à décider ensemble. Voilà. Et donc on a fait plein de réunions, plein de partages, on s'est écouté, etc. Et puis, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et c'est vrai qu'on a eu une bonne idée, c'est de partir là-bas. On est parti une dizaine au Vietnam, vivre quelques semaines avec les Vietnamiens sur place et de prendre la décision ensemble, mais avec eux aussi. Leur montrer nos réticences. C'est vrai que ça coûtait très cher. Ça paraissait à certains très beau. Donc il y avait plein de freins partout. Oui, donc presque des investissements trop importants par rapport à la situation et aux moyens. Alors moi j'étais pour reconstruire, certains étaient contre. Donc on est partis ensemble, on a vécu avec eux, on a discuté avec eux et on a pris la décision de reconstruire. D'accord. Alors, en relisant cet exemple-là, je me dis, moi j'étais pour reconstruire. J'aurais pu prendre la décision tout seul, comme un président despote et arbitraire. Néanmoins, le fait d'avoir pris cette décision en commun et d'avoir travaillé en commun a motivé pour la suite, parce que c'était pas le tout pour notre décision. Après, il fallait trouver les fonds. Oui. Donc, travailler ensemble. Ensuite, en France, pour trouver ces fonds. Et là, on a été très efficace. On a été très efficace parce qu'on avait partagé ensemble et pris une décision en commun après de nombreuses réunions. Oui. Et tout le monde s'est senti, après, concerné par le travail. Donc, je me dis que je crois beaucoup, moi, à cette dynamique. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est la création de la dynamique. Et à un moment, quand la dynamique collective ne marche pas, on part sur le terrain. Et on va voir avec ceux que ça impacte directement pour comprendre la demande qui ne sort jamais de nulle part. Bien sûr. Et ça, okay. C'est un bel exemple, je trouve, de... Alors là, ça a marché. Je ne vous dis pas qu'il y a eu... Bien sûr qu'il y a eu des échecs. Celui-là, c'est un exemple qui a bien marché.
Donc je le cite, mais il y en a d'autres que Et comment eux l'ont pris, le fait que vous veniez, que vous posiez des questions dans la culture? Est-ce que... Je pense qu'ils l'ont très bien vécu aussi, parce que, bon, on a eu peut-être l'art et la manière de présenter les choses aussi. Hein. On a eu une communication, on va dire, bienveillante vis-à-vis d'eux. Et c'était peut-être important aussi pour eux de comprendre que c'était un énorme effort qu'ils nous demandaient. D'accord. Donc je pense qu'ils ont grandi aussi. Je pense que je peux dire ça, quoi. C'est que ça leur a fait aussi beaucoup de bien de voir que on n'était pas des Pères Noël. C'est pas ça l'humanitaire. C'est aller avec eux sur place, décider avec eux et réfléchir et dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc moi je crois beaucoup on devient ensemble. Je crois que le devenir ensemble, là c'est un bel exemple parce que il y a un préalable. Travailler ensemble, ça s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que il faut s'écouter, il faut se rencontrer, il faut partager, il faut se fixer des objectifs précis, peut-être d'ailleurs se les rappeler, ces objectifs. Même si c'est parfois les autres qui nous le rappellent, et ça fait du bien. Mais il faut aussi fixer des objectifs précis, s'y tenir, et puis en permanence se réajuster, quoi, parce que on a toujours tendance à dévier et à vouloir aller vite et travailler seul. Et donc, voilà. Je fais aussi... Il y a un deuxième exemple qui est plutôt un peu l'inverse. Je fais aussi des missions humanitaires médicales, là, dans un pays maghrébin, et avec une autre association, ça n'a rien à voir. Et là, on part s'occuper à plusieurs pédiatres, des psychomotriciennes, des orthophonistes, des kinésithérapeutes. Et on s'occupe d'enfants handicapés dans des centres. Alors, ce sont des missions, je vais dire, multifracturaires. C'est-à-dire que, d'abord, on ne se connaît pas. Il y a des gens de Marseille, de Paris, de Lille, de partout. On part dans un pays étranger. Il y a des jeunes et des moins jeunes comme moi. Il y a des hommes, des femmes. Il y a donc des professions différentes. Et on fait des consultations auprès de ces enfants multidisciplinaires. Donc on travaille ensemble dans la même pièce. Hein. Alors, on a beau préparer l'émission, mais peut-être que ça fait quelques années que je fais ça et je me suis peut-être un petit peu émoussé dans la préparation des missions pour qu'on se donne des objectifs précis et communs. Et on prépare ces missions par des réunions visio, bien sûr, puisqu'on est loin les uns des autres. Et je me suis probablement émoussé dans la pertinence de la préparation de ces visios. Donc maintenant, je vais les préparer avec des documents à l'écran parce que certaines missions se passent très bien. De toute façon, ça se passe toujours bien, mais il y a des missions où on est vraiment plusieurs jours à faire ensemble. Tellement il y a de différences. Et ça vient en fait d'une mauvaise préparation. Là aussi, je pense que le devenir ensemble, cette dynamique, on peut pas s'improviser. Est-ce que c'est uniquement se préparer à ce qu'on va faire ensemble, ou est-ce que c'est aussi se préparer à mieux se comprendre? Bien sûr, tu parles de quelle préparation? Là, c'est un challenge dans l'exemple que je cite. Oui. Bien sûr que l'idéal, c'est de devenir être ensemble. Oui. Néanmoins, ça, c'est à l'absolu, être ensemble. C'est compliqué. Hein. Donc, on essaye de tendre vers être ensemble pour agir ensemble. C'est un préalable. C'est un idéal, on va dire. Mais quand tu parles de préparation, tu parles plutôt de la préparation du faire ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Comment nous avons envie de le faire? Pourquoi on le fait? C'est ça? Tout à fait. Tout en rappelant quelques notions de base dans des missions humanitaires, c'est-à-dire qu'on est chez eux, on ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas,
On est parfois surpris dans un pays d'Afrique du Nord, la relation homme-femme est très différente. La relation entre les âges sont très différents. Et donc, je rappelle quand même ces notions-là. Et quand je ne les rappelle pas, je me suis pris les pieds dans le tapis. Et donc c'est pour ça que je vais rappeler ces valeurs qui paraissent un peu élémentaires. Mais on ne se mêle pas, par exemple, dans un centre d'handicapés, de la relation entre l'administration et les soignants. Ça ne nous regarde pas. D'accord. Même si parfois il y a des choses qui nous choquent. Il faut on reste à sa place. Être avec, ça veut dire ça aussi. Oui. Être parmi eux, ça veut dire rester à sa place, comme tu dis. Oui. Oui, ça c'est intéressant parce que c'est universel dans tout lien. Et peut-être que dans les bonnes pratiques pour bien travailler ensemble, c'est à la fois individuellement être capable de rester à sa place, mais dans ceux qui organisent le travail ensemble, de bien distribuer des places et de rappeler même ce qui semble basique. Ça, c'est sûr que chacun ses talents. Oui. C'est difficile parfois de les repérer, mais plus dans le domaine associatif. Je pense que certainement comme dans le milieu économique, mais dans le domaine associatif, c'est vrai que rien que repérer le pourquoi de l'engagement de chacun. Oui. Pourquoi on s'engage dans une association? Probablement pour des raisons fort différentes. Et ça doit être connu. Ça doit être repéré, parce que après on demande aux gens des choses qui ne sont pas de leur domaine, ils ne sont pas là pour ça. Donc ça demande vraiment un travail de repérer le pourquoi de l'engagement. Après, c'est vrai que repérer les talents et les faire s'épanouir au sein d'un milieu associatif, bien sûr c'est magnifique, parce que la personne s'accomplit, elle devient de plus en plus motrice, et c'est cadeau pour l'association. Oui. Oui, mais c'est intéressant parce que par rapport au milieu professionnel où finalement il y a un engagement contractuel contre salaire, hein, et qui quelque part régit une partie de la relation et peut remettre un rapport à un moment d'autorité ou de cadre, finalement dans le milieu associatif, surtout que là dans votre association vous êtes 100% de bénévoles. Oui. Ça veut dire qu'il faut vraiment être très fin dans ce que tu viens d'expliquer, puisqu'il n'y a aucune obligation de venir soutenir l'association ni de venir contribuer. Bien sûr. Puis accepter que chacun travaille parfois en pointillé. Certains nous aident pendant 6 mois, puis après s'éclipsent pendant quelques mois, reviennent. Accepter toutes ces différences-là, ces absences, ces carences. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas de notion d'argent, mais il faut faire attention parce que le pouvoir est là. Et c'est un autre danger. Oui. Parce que c'est vrai que travailler ensemble, ça ne veut pas dire non plus travailler tout le temps ensemble. C'est vrai qu'il y a parfois des petites décisions que j'assume seul, parce que on ne va pas perdre du temps pour solliciter plein de monde pour pas grand-chose. Mais c'est un danger. C'est-à-dire qu'il y a des choses où j'avance seul, mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Parce que c'est sûr que sinon on avance tout seul et on fait plus ensemble, on n'est plus association. Oui. Parce que association, ça veut pas dire s'associer, hein. Ça veut vraiment dire être ensemble. Et alors comment toi tu trouves, ou quel est ton curseur dans la limite, justement, sur à quel moment tu prends des décisions seul, à quel moment tu prends des décisions collectives? Quand ce sont des détails administratifs, quand ce sont des problèmes, on va dire, banquiers. Alors là, on travaille parfois avec le trésorier seul, quoi. Quand c'est des problèmes de finances ou des règlements administratifs, là, je le fais souvent seul. D'autres choses, dès qu'il y a une décision importante, on le fait ensemble, en France, et avec eux au Vietnam. D'accord. Oui, ça c'est institué dans le fonctionnement de l'association. Voilà. Alors c'est vrai que c'est parfois des réflexions que j'ai menées en tant que président, c'est un peu ça, et que je propose au bureau de l'association ou au conseil ou au conseil d'administration. Oui. Ce qui fait gagner du temps après au collectif pour décider. Voilà, parce que c'est vrai qu'après il faut aussi être efficace, il faut aussi avancer, et que parfois le groupe peut être aussi un fardeau, il ne faut pas se leurrer. Oui.
Donc c'est tout un équilibre à trouver, et qui n'est pas toujours facile à relire. C'est pour ça que là j'envisage bientôt de faire un petit temps fort de l'association pour justement parler de ce management, et que j'écoute un petit peu les retours. D'accord. Donc tu vas prendre des feedbacks où vous allez essayer de relire la manière dont vous fonctionnez pour vous améliorer encore, ou grandir de ça. Mais je crois que cette dynamique dont je parlais, le devenir ensemble, en fait, c'est jamais terminé, quoi. C'est un chemin. C'est un chemin vers un objectif. Alors nous, notre objectif, il est là, c'est aider ces enfants jusqu'au bout, donc on n'a pas fini. Mais le chemin, il est en permanence à réévaluer pour conforter ce que je viens de dire avant. Écouter les autres, écouter ce qu'ils ont à dire. Après, les décisions peuvent incomber à un petit bureau rétréci de 3 personnes qui prend des décisions. Oui. Mais on doit écouter un conseil d'administration, on doit écouter aussi des donateurs qui nous font une remarque, etc. D'accord. Vous avez des espaces pour ça. Voilà. Alors, on a un site internet, on a des questionnements tout à fait possibles par téléphone, par mail, pour nous soumettre des retours. Et au contraire, on est content d'avoir des retours. Et j'imagine, et le fonctionnement avec le Vietnam, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas non plus y aller aussi souvent que vous aimeriez pour diriger ça. Comment vous mettez en place, quelle relation vous mettez en place avec le Vietnam pour communiquer On a de la chance, ce sont par rapport à d'autres pays où c'est parfois beaucoup plus difficile de communiquer, les aidants là-bas sont jeunes et extrêmement communicants par les réseaux. Internet, c'est-à-dire par mail, par téléphone, par WhatsApp. D'accord. Et donc, ils sont très rapides. Et donc, ça facilite la communication. Parce que c'est vrai, quand on pose une question et qu'ils nous répondent dans les 2 heures qui suivent, ça aide à réfléchir ensemble. Si on attend une réponse ou que la réponse ne vient pas, on s'enlise dans des attentes qui sont parfois difficiles. Donc, on a de la chance. Et puis, on fait une assemblée générale de l'association où ils sont présents en visio, et on fait un bilan avec le responsable de la communauté là-bas. On fait un bilan tous les 3-4 mois ensemble de leurs attentes. Okay. Et comment on peut y répondre. Parce qu'en fait, ils nous sollicitent parce qu'en fait, ces enfants, on leur offre le gîte, le couvert, la scolarité, la santé, et donc il y a des besoins financiers importants. Donc de temps en temps, ils ont besoin de vitamines, comme ils disent là-bas, et donc ils nous sollicitent. Alors parfois on peut répondre, parfois on ne peut pas. Donc on s'appelle et on voit comment on peut faire. D'accord. Tu as des exemples peut-être de requêtes qu'ils ont simples, pour que les gens qui nous écoutent puissent aussi... Oui, on est toujours très très malheureux de ne pas pouvoir répondre à leurs demandes financières. Oui. Le Vietnam est un pays où l'école coûte cher. D'accord. Donc c'est compliqué, et on s'est fait un principe absolu de tout privilégier, tout faire pour que tous les enfants de là-bas puissent aller à l'école publique. Donc ils y vont tous, mais c'est un choix qui financièrement est lourd. Là-bas, ils vivent beaucoup de dons alimentaires, donc ça ne coûte pas trop cher. Mais parfois, il y a aussi des prises en charge. Là, on a opéré un enfant d'une malformation qu'il avait. Bon, tout ça, ça nous revient, ça nous incombe. D'accord. Et c'est vrai qu'on refuse, ou alors qu'on ne peut pas financer, on est très malheureux. C'est pour ça qu'on a besoin de toujours plus de donateurs, parce que bien sûr il y en a qui quittent l'association pour des raisons diverses. Donc il faut que tous les ans on trouve 15-20% de nouveaux donateurs. Donc je lance aussi un appel, quoi. Oui, bien entendu, ça sert aussi à ça, le podcaston. Bien sûr. Donc tous les gens qui veulent d'ailleurs plus de détails peuvent retrouver des détails sur votre site internet. Voilà, on a un site internet, lesamisdeSœurMyriam.com. Très bien. Où là vous aurez tous les détails.
nos coordonnées, pouvoir faire d'éventuels dons par le biais de Hello Asso. Tout est assez facile et convivial, vous pourrez. Et puis j'alimente ce site régulièrement. Donc il y a des nouvelles 4-5 fois par an. Il y a des nouvelles. Donc pour que on en fait, je veux dire, ces donateurs nous obligent parce qu'ils nous font confiance et donc on en est bien conscient. Et donc on essaye d'informer en retour des joies, des peines, des difficultés, des réussites. Oui, c'est une manière de faire ensemble ou d'être ensemble avec ces donateurs qui sont peut-être un petit peu plus éloignés du quotidien de l'asso, mais qui puissent savoir. Je sais que la dernière fois, il y avait eu... c'était combien d'enfants qui étaient arrivés? Une vingtaine d'enfants? 22 petits garçons de 3 à 5 ans qui nous ont été confiés brutalement du jour au lendemain par la police parce qu'un centre avait été fermé, on ne sait pas très bien pourquoi, et il y avait quelques places de libre dans le centre. Les autorités administratives le savaient et nous ont amené 22 petits garçons. Du jour au lendemain, c'était des enfants qui avaient été abandonnés pendant le Covid à la naissance. On ne se soulignera jamais assez ce que la période Covid dans ces pays en développement a été difficile. Et donc vous aviez 22 places à l'époque? Alors on avait 22 places, les autorités le savaient, donc le centre est absolument bourré, mais il a fallu, cette année ils viennent de rentrer à l'école, et donc cette année il a fallu trouver, pour les scolariser, un peu plus d'argent que l'année dernière. Oui. Donc c'est toujours un petit peu comme cela, quoi. On se dit souvent avec mon épouse, mais comment on va faire l'année prochaine pour retrouver autant d'argent, et on s'émerveille de voir que les donateurs suivent, que vous êtes assez créatif dans les manières de... Voilà, on essaye de pas attendre que les dons. Donc on crée beaucoup d'événements, d'actions. On fait un marché de Noël qui fait venir quand même plusieurs centaines de personnes. On organise un repas pour la fête du Tête. Oui. On crée un concert, un événement, une pièce de théâtre au profit de l'association. Ça nous permet de rencontrer, ça nous permet de partager, de donner des nouvelles. Et les donateurs sont contents aussi de nous retrouver ce jour-là. Ils nous voient aussi, pour les gens qui habitent pas loin, ils nous voient là en présentiel, on va dire. C'est important de ne pas attendre que les dons. On a voulu devenir aussi un peu acteur. Et ces actions, d'ailleurs, suscitent des dons. Donc c'est toujours intéressant. Quand tu parles de dons, c'est des gens qui sont soit un don ponctuel, soit s'abonnent, c'est ça, et vous donnent un petit don voilà, mensuel. Alors il y a des gens qui sont des donateurs réguliers, c'est-à-dire tous les mois. Sur la plateforme Hello Asso, il est facile de voir un petit peu. Il y a des abonnements pour aller. On ne fait pas de parrainage spécifique d'enfants. On ne veut pas parce que c'est toujours les mêmes qui sont parrainés et les enfants plus ou moins handicapés ou pourquoi pas disgracieux sont jamais adoptés ceux-là. Et donc on fait des parrainages spécifiques et on peut parrainer un enfant. Un enfant, on va dire, les besoins d'un enfant sont de 100 € par mois. D'accord. Alors, on peut parrainer pour sa scolarité, on peut parrainer pour son alimentation, on peut parrainer pour sa santé. Donc ça fait 10, 15, 25, 30 € par mois. Quand vous verrez sur la plateforme Hello Asso, il y a des versements libres possibles et puis des versements pour des investissements. On peut aussi financer des investissements par cette plateforme. Et donc financer cette fameuse ferme dont je parlais tout à l'heure. Parce que bien sûr qu'il faut des tracteurs, il faut des arrosages. Et tout ça nécessite de trouver des fonds aussi pour investir. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, rejoignez-nous, si vous avez envie de travailler ensemble. Moi, j'ai envie de dire une petite chose, c'est que, et je ne sais pas très bien l'expliquer, mais quand j'agis seul et que ça marche, je suis satisfait, je suis content. Quand on agit ensemble
et que ça marche, ça me comble de joie et de bonheur. Et je ne sais pas dire pourquoi. Mais pour moi, c'est une source de bonheur de réussir quelque chose ensemble. Alors pourquoi je ne sais pas. En tout cas, c'est un magnifique message, peut-être de fin. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à partager sur ces sujets-là, mais en tout cas, je trouve que le message sur le travailler ensemble qui comble de joie et sans qu'on sache bien pourquoi, je trouve que c'est un beau message de clôture du sujet. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est au travers de toutes ces expériences que tu as pu avoir dans le travail ensemble, dans ces différents contextes, est-ce que tu as vu, toi, des limites au fait de travailler ensemble ? Ben oui, on s'interroge. On s'interroge pourquoi tant de difficultés. Parce que, allez, on est tous dans ce défi-là de travailler ensemble, d'agir ensemble. Et je me demande s'il ne faut pas faire attention. On est une société où on cultive, surtout en Occident, on cultive l'individualisme, l'épanouissement de soi, et qu'on ne nous apprend pas forcément à travailler ensemble. Et en tout cas, la dérive de la société n'est pas vers ça. Oui. On parle plus souvent de jeu plutôt que de nous, pour résumer. Oui. Y a ça, et puis les progrès technologiques de communication que vous connaissez, je ne vais pas les citer, font qu'on est d'une efficacité redoutable. On va très 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 vite. Oui. Et est-ce que c'est pas encore accroître l'envie de faire tout seul ? On est grisé par cette efficacité et qu'on oublie d'aller travailler avec les autres parce qu'on a l'impression d'être très vite efficace. Donc je me demande si c'est pas un danger actuel, alors que ça devrait être au contraire un moyen de gagner du temps pour prendre le temps de écouter les autres, de travailler, parce que tout ça, ça prend du temps. Mais on est dans une société où on a envie d'aller tellement vite qu'on veut toujours aller plus vite et on oublie les autres. Ouais, alors, j'aime beaucoup les deux sujets, de dire à la fois dans le mieux travailler ensemble, à quel moment je prends le temps et j'ai l'énergie de m'occuper du nous avant du jeu, dans une société où on nous encourage énormément à s'occuper de soi, à se développer et à être en bonne santé physique, psychologique, psychique, etc. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, j'aime beaucoup la manière dont tu vois les choses, de dire on a peut-être oublié que ces outils technologiques étaient là pour nous faire gagner du temps et pour nous permettre de ralentir à d'autres endroits. Et finalement, on accélère partout. Et en accélérant partout, voilà, en accélérant partout, forcément, on se pénalise. Très bien. Je suis ravie d'avoir partagé cet épisode spécial du podcast Mieux travailler ensemble au service du podcaston qui met en lumière autant d'associations. Moi, je suis ravie d'avoir pu mettre un grand merci en lumière les amis de Sœur Myriam et puis le travail que toute l'association fait, et toi y compris en tant que président. Donc voilà, donc vous pouvez vous rendre sur podcaston.org pour découvrir aussi les milliers d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. Voilà, je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast et voilà, d'avoir écouté cet échange vous donnera envie de vous engager et de dépasser l'ensemble des choses qu'on peut vivre en travaillant ensemble. Bienvenue avec nous. Bonne journée, au revoir.